François Bon, 1925-2025, une année avec Howard Phillips Lovecraft. On n'a pas le choix. On est aujourd'hui le 22 mars. Nous, on sera dimanche. Eux, ils seront lundi. Toujours une journée de décalage. Pourquoi on n'a pas le choix? Eh bien, parce que Lovecraft, il a son petit calepin. Et que dans ce petit calepin, rigoureusement, case après case, il remplit ce qu'a été sa journée. Même si la journée sera été de passer encore des heures. Avec toujours les mêmes types, toujours discuter. Et qu'il ne nous dit pas de quoi ils ont discuté. Alors, un enjeu pour nous... oui, cet enjeu, c'est toute cette préparation. Ça ne veut pas dire qu'on construit le moment où on va se mettre à écrire. Ça veut dire que le moment où on se mettra à écrire, quand on basculera, et c'est pas un basculement qui parfois part de choses favorables. On va le voir bientôt. Comment on peut arriver à tout simplement manger ou faire semblant d'avoir mangé, mais la question de la lecture, la question des attentes, la question des trajets, des explorations, en gros toute cette latence avant ces moments où on peut accéder à soi-même, mais qui ne sont pas forcément les choses rêvées ou volontaires. C'est que tout d'un coup, on peut être saisi par l'abîme plutôt. Et ça se traduit, ça se catalyse en texte, en narration. Tous les gens qu'on croise là, dans l'univers de Lovecraft, écrivent qu'est-ce qui reste. Et qu'est-ce qui fait que celui parmi eux, qui a priori, c'est pas forcément le plus introverti, le plus intérieur, ce grand gars là, d'1m75 et quelques, qui fait 80 kilos, une espèce de héros perché, qui les fait tous un peu s'esclaffer, qui est évidemment dans une poésie, mais une poésie surannée, avec des formes prises directement au XVIIIe siècle, mais qui était extrêmement impliqué aussi dans l'association du journalisme amateur. Et ça va se traduire par des poignées de textes, puisqu'il va avoir 10 ans encore à écrire, après le retour de New York à Providence. Mais ces récits deviennent, on s'en aperçoit là, à 100 ans de distance, une sorte de repère symbolique dans notre propre construction d'imaginaire. Mais lui, de son vivant, il n'a pas accès aux livres. On lui refuse ses manuscrits, même à la fin, il ne se battra même plus pour publier la Montagne de la Folie ou d'autres qui, de toute façon, vont à l'échec éditorial. C'est-à-dire que ce moment où on accède à soi-même et où l'écriture, ce que vous avez à écrire, se révèle à vous comme nécessité ou impératif. L'accès ou ce qui établit ce corpus comme littérature se fait aussi indépendamment de vous. Alors nous, qu'est-ce qu'on regarde? Comment un auteur construit son itinéraire? Ou tout simplement explorer l'inconnu où on est chacun d'entre nous de soi-même pour savoir un petit peu mieux ce qui creuse, ce qui attend, ce qui ne se révèle pas ou ce qui ne s'accomplira pas. Parce que là, dans celui-ci, il y a exactement 100 ans, jour pour jour. C'est ça qu'on peut suivre heure par heure. Allons-y voir, ordinateur. Nous voilà au mois de mars. Hier, c'était le dimanche avec cette grande promenade Prospect Park, puis ensuite retrouver toujours George Kirk, Kleiner, Loveman dans ce bistrot qu'on dirait alternatif aujourd'hui, le Double Hard en Manhattan. Le 23 Up Late, ils se sont couchés à 5 heures du matin, ça veut dire que c'est pas à midi, c'est carrément début d'après-midi qu'il émerge, toujours là, Kirk, le copain de la chambre du dessus qui appelle. Bon, on fait quoi alors aujourd'hui? Si par exemple on allait retrouver Samuel Loveman, McNeill, Everett McNeill, dont on a parlé il y a 3 ou 4 jours, qui est plus vieux qu'eux, qui vit dans une misère vraiment inqualifiable, tout en ayant eu sa part, non pas de succès, mais ayant pu se débrouiller avec des contes pour adolescents.
Évidemment, Kleiner est là. On se retrouve dans la 131e rue de Manhattan. On va dîner, puisque c'est déjà la fin d'après-midi, dans une cafétéria. On se retrouve ensuite dans la chambre de Loveman. Alors Loveman, vous savez qu'il est aussi à Brooklyn, mais pas dans le même quartier. Il est plus vers City Hall que le 169 Clinton Street où vivent Lovecraft et George Kirk. On a cette mention en majuscule, Snuffbox. Alors, c'est la boîte à tabac. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir, nous, des habitudes de tabac de Samuel Loveman? Alors moi, vous savez que quand on fait ces vidéos, ça va être le thème aussi, là, dans ce qu'on va aborder là maintenant, c'est aussi prospectif. Qu'est-ce qu'on peut en trouver de ces Snuffbox de 1925? Qu'est-ce qui étonne Lovecraft? Ils ne font pas de cadeau à Loveman. Récemment, il lui avait fait, c'était son anniversaire, il lui avait équipé sa table à écrire avec des tas de petites choses utiles justement pour le métier d'écrire. Snuffbox, où est-ce qu'il a repéré chez un antiquaire? Snuffbox, et il dit à Loveman, tiens, ça, il faut que tu y ailles. Tu vois. Bon. Petit mystère, mais ces petits mystères, nous, c'est ce qui nous font avancer. Le mystère, là, c'est les majuscules. Qu'est-ce qui se trame entre Lovecraft et Loveman pour que, tout d'un coup, une petite boîte à tabac, Lovecraft ne fume pas, ça ne le concerne même pas. Est-ce que c'est qu'il a repéré ça chez Loveman parce que c'était une antiquité? Ou est-ce que Loveman lui-même a trouvé, là, dans ces boutiques de brocante qui pullulent à Brooklyn, là, sur Fulton Street, une sorte de boîte à tabac ancienne qui tout d'un coup fait l'admiration de Lovecraft parce que ça irait tellement bien avec les personnages de ses récits? Eh ben, on lance la piste. Et puis toujours ce mot qui va revenir, discuss. Adjoint cafétéria, c'est-à-dire qu'ils sont dans la chambre de Loveman, on discute, et puis finalement, on redescend prendre un café dans une de ces cafétérias qui pullulent aussi, et donc évidemment où ça coûte rien du tout, mais vous voyez que on doit déjà être vers les 11h ou minuit. On se disperse, c'est un côté très militaire comme ça, discuss, adjourn, disperse. Donc on revient au 169, et qu'est-ce qu'ils font Lovecraft dans sa chambre et Kirk dans la sienne? Oh bah non, ça serait trop simple. On se retrouve dans la chambre de Kirk et encore ce mot, discuss, discuss, discuss. Voilà notre journée du lundi 23, mais tant mieux, ça va nous laisser de quoi parler d'un truc important. Si on va voir le journal, on est lundi, le New York Times ne fait que 36 pages, dont beaucoup de choses. Évidemment, le lundi, il y a les résultats des sports, il y a tous les trucs financiers. On va voir, là, j'en parle pas beaucoup, mais c'est toujours présent. Quand je passe, c'est une, ici, c'est l'ascension progressive de Mussolini. Toujours se souvenir qu'on est en 1925, que ce profil pour les USA, 1928-1929 sera la Grande Dépression, tandis que ce populisme en Europe qui monte par Mussolini, qui se concrétisera évidemment en 1933 par Hitler, les Américains le vivent comme une espèce d'antidote à ce qui les frappe avec la Grande Dépression, mais cette ascension de Mussolini, là, mais elle est déjà lourdement entamée, alors que France, Allemagne sont continuellement là dans ces choses-là de l'après-guerre, des marchandages, de reconstruction. Mais j'entre pas trop, c'est pas mon métier, mais ce contexte, très souvent, on voit qui traverse la surface. C'est une nappe presque transparente derrière la petite nappe de ce que nous on explore. Est-ce que ça vaudrait le coup de le faire si la littérature, c'était pas les mains là, dans ce cambouis aussi? C'est que pour les opinions de Lovecraft, ça comptera aussi énormément. Mais c'est pas seul, on le retrouve aussi chez Robert Howard, cette tentation du populisme, y compris chez les intellectuels des USA dans cette époque-là, sur lequel ils reviendront en arrière, quand? Entre 1934 et 1936, pas avant. Et pour Lovecraft, c'est un peu trop tard. Lui, il n'aura pas le temps de construire la marche arrière, d'effacer les traces derrière lui. Ce qui n'excuse rien, attention. Mais c'est cette complexité-là qu'on voit là
Par exemple, dans l'irréversible montée de Mussolini en Italie. Et dans le New York Times, j'aurais tout de suite allé à la page 17, après les programmes radio, après le courrier des lecteurs, après les rubriques concernant les mariages, décès et naissances. C'est un tout petit entrefilet, page 19 et page 17, pardon, avec cette phrase qui, moi, je trouvais si bizarre. Le docteur Baker a perdu un 8e doigt. Et c'est pas plus. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces entrefilets ? L'entrefilet d'à côté, c'est aussi important. C'est le général Macmillan qui va bientôt partir pour de nouvelles explorations arctiques. Pensez à la montagne de la folie, et qui s'équipe et qui fait des essais de radio-ondes courtes pour que, tout en cheminant dans l'Arctique, on puisse rester. Pensez à Shackleton à l'inverse. Lovecraft a le livre de Shackleton dans sa bibliothèque. C'est comment la radio-onde courte va permettre de créer un lien comme ça à distance. Eh bien, ce docteur Baker, c'est un grand pionnier des traitements par rayons X. Ben, les rayons X, quand tu travailles toute ta vie dessus, à un moment donné, les mains tombent. Et dans mon PDF d'aujourd'hui, c'est uniquement ça que j'ai gardé. Voici lundi 23, Hupley, J.K. Cole, Mitt S. Hale, McNeil, Reinhard Kleiner, Dinner, etc. Discuss. Ce que je vous ai dit, j'importe toujours un petit bout là, de fac-similé. Envoi 81 du 23 mars 1925. Et j'ai traduit ce petit entrefilet concernant le docteur Frederick Henry Baker, pionnier dans l'utilisation médicale et le développement des rayons X dans le diagnostic et la thérapie, a été de nouveau accueilli à l'hôpital de la Johns Hopkins, la grande université de Baltimore. J'ai eu la chance d'y être accueilli 2 fois et une fois de passer une pleine semaine là, à Johns Hopkins. Alors, Baltimore, une ville tellement forte. Et il s'agissait, tous les soirs, on se retrouvait, il y avait 15-20 étudiants, tous avec juste un petit téléphone portable. Mais on a fait du creative writing. Quel bon et grand souvenir. Se préparant à perdre un 8e doigt en sacrifice à la cause de l'humanité souffrante. Les dommages causés lors de ces expériences avec les rayons X ont rendu nécessaire l'ablation un par un de tous ces doigts de la main droite. Ici, c'est la main gauche qu'on voit sur la photo. Il manque aussi des doigts, et 3 de la main gauche. Il a enduré 70 opérations douloureuses. S'est allongé sous le bistouri du chirurgien plus souvent qu'aucun autre médecin et probablement que n'importe qui d'autre aux États-Unis. On lui a fréquemment pratiqué des greffes de peau, là où sa chair était brûlée par les rayons. Les docteurs Richard Follis et John Stake Davis lui enlèveront cette semaine un dernier doigt dans l'espoir de contrer la progression de la maladie causée par ses expériences avec les rayons de Röntgen. Voilà, donc petit hommage à ce Frederick Henry Baker à cause de cet entrefilet et parce que ces réalités médicales et ces avancées scientifiques, c'est ça qui nous permet, nous, là, de vivre, d'avancer, de travailler, d'aimer, de guérir, même si quelquefois c'est insuffisant. Et maintenant, phase 2, puisqu'on en a fini avec la journée, je voudrais faire un petit flashback. Alors le flashback, on était samedi 21, avant-hier, et j'avais plaisanté, je me dis, on va faire un jeu concours. Alors c'était quoi le jeu concours ? Dans une journée bien fournie, même si on s'est levé qu'à midi, qu'il est monté chez George Kirk au 823 à 14h30, ils avaient pris le bus et s'étaient retrouvés un peu plus tard, 4e avenue, à faire les bouquinistes. Et entre les deux, il y avait cette phrase très mystérieuse. Alors, il y a une expression qui n'était pas mystérieuse, c'est Georgian Room. Il y avait cette expression, pour moi, totalement indéchiffrable, Heavy G, G-A-L, F-U-T, P-T-G, Avdgal-Fut Ptog. Le Ptog, j'ai toujours pas trouvé, mais c'est juste à éclaircir. Et merci les enquêteurs, merci évidemment toujours
la numéro 1 de nos enquêtrices, Lucie Bélanger, pour ne pas la nommer, mais tant de gratitude et d'ébahissement. Voilà qu'elle m'envoie. Mais si, Henderson Gallery, avec l'exposition des futuristes. Et là, elle m'envoie une suite de liens, mais pour moi, tout d'un coup, c'était l'évidence. Alors, il se passe quoi dans cette Henderson Gallery, avec cette mention de futuriste? Eh ben, le pire, c'est que j'avais ça chez moi. Ça date de San Francisco, c'était l'été 2018, à ces jours là-bas d'un peu plus d'un mois, il y avait une formidable exposition, Cult of the Machine, Precisionism and American Heart, et au centre de cette exposition, il y avait Charles Schiller. Et autour de Charles Schiller, alors moi c'est des noms qui évidemment étaient déjà là, Alfred Stieglitz, Georgia O'Keeffe, Charles Demuth, et aussi plein d'objets, des objets comme aussi ça, ces recherches d'esthétique industrielle. On avait passé la journée dans cette expo. En regardant ici, tout à la fin de ce livre que je suis si fier d'avoir, il y a une sorte de timeline qui va jusqu'en 1950. Voilà la page 35-45. La page ici, 1915-1924. Et pour 1925, qu'est-ce qu'il signale comme événement le plus important dans cette histoire de l'art américain? 1925, Alfred Stieglitz conçoit son exposition Landmark, repère, balise, 7 Américains à la galerie Anderson de New York, proposant Demuth, O'Keeffe, Strand. Paul Strand, hier j'ai montré aussi des images d'archives, je voulais fêter un peu le 80e épisode de ce journal. Le film $20 Island, ce film tourné en 1920 à Manhattan, un film Manhattan avec toutes ces grues, ces mouvements de foule, ces descentes de ferry, ces fumées, ces choses très abstraites. C'est un film de Paul Strand et Charles Schiller. Donc ce monde-là, on y est vraiment en plein. Et là, la question pour moi, c'était savoir de quoi Lovecraft est-il le contemporain. Dans le mouvement littérature, en plus, Lovecraft ensuite, j'allais dire, échappe à cette dimension là où, si vous cherchez Francis Ponge, vous trouverez tout le mouvement avec les fautriers, avec les Dubuffet, avec quelque chose qui, dans chaque époque, relie les percées disciplinaires, quelque chose qui fait que le mot contemporain trouve son sens parce que coïncide à des bascules dans des disciplines différentes. Pour l'appel de Cthulhu et la façon dont c'est inauguré la postérité de Lovecraft, en particulier avec le statut des jeux de rôle, en particulier avec le développement parallèle, lui il n'y appartient pas, mais ce développement là de toute la science-fiction, et puis ensuite justement le fantastique et ce côté populaire de la diffusion. Et non seulement j'ai rien contre, mais qu'est-ce que je suis fier que les 9 petits volumes que publie Point là, à 6 balles là, dans les Fnac et les gares, ben ce soit aussi participé là de ce jeu. Mais ce qui est étrange tout d'un coup, c'est de voir que Lovecraft, en compagnie de George Kirk et de Samuel Loveman étant lui beaucoup plus lié, ne serait-ce que par Hart Crane, à j'allais dire, cette plaque tournante du contemporain où on va les trouver, eux, les peintres, les photographes, les gens du cinéma. Tandis que Lovecraft, ses appuis esthétiques, il ne les prendra jamais à cet endroit-là. Mais pourtant, aujourd'hui, le voilà, donc avant-hier, ce samedi 21 mars 1925, explicitement en train de visiter l'exposition montée par Alfred Stieglitz
à la Henderson Gallery. Et on a vérifié, c'est effectivement dans le lieu dont il parle, non pas la 4e avenue, mais juste au-dessus, là où la 4e avenue devient la Park Avenue, mais au coin là de la 49e rue. Donc on est tout à fait cohérent. Et qu'est-ce qu'il voit, Lovecraft, ici? Alors, toujours pareil, on travaille à tâtons, parce que probablement Sonia étant partie, dès le lendemain, il doit y avoir une petite lettre à Sonia en disant, ben voilà, on a vu ça, on a été voir ça. Il y a aussi la lettre qu'on va retrouver bientôt, 4 avril, mais on est encore là dans la fin du tunnel, où probablement à la tante Liliane ou à la tante Annie, il aura déplié et on est allé voir. Et cette Georgian Room, peut-être que pour Lovecraft, le paradoxe est là, et que ça, c'est un paradoxe structurant. C'est-à-dire que, est-ce qu'il a vu, est-ce qu'il a été surpris, est-ce qu'il... des travaux, là, non pas de Schiller, mais de Paul Strand, mais de celui que moi, je mets quasiment au même niveau que Schiller, c'est ce peintre Charles Demuth, et... donc le travail d'Alfred Stieglitz et de sa compagne Georgia O'Keeffe, alors évidemment pour nous maintenant c'est facile, pour nous on pense 1925-1930 et jusqu'à 1940, oui, le socle américain de l'art c'est autour de Stieglitz et Georgia O'Keeffe, avec des gens comme Charles Schiller, puis évidemment Edward Hopper, mais qui est loin, qui est à distance, qui est lui non plus, il passe son temps à faire composer des publicités, à peindre des villas de Bourges pour survivre. Hopper, sa postérité, lui aussi, il est même plus âgé que Lovecraft, même s'il vivra lui aussi jusque dans les années 70. C'est compliqué, ces temporalités-là. Et Lovecraft, pour lui, cette question, le pictural, le musical, c'est à distance. Son ancrage est dans la littérature, mais la littérature qui trouve, elle, son socle dans la fondation européenne. Dans cette fondation-là, qui est venue aux USA et a installé son architecture coloniale. Il aime la Nouvelle-Angleterre, mais il n'aime pas Cleveland, ni Chicago, parce que à Cleveland ou Chicago, ce sont des toits plats. Il refuse l'architecture contemporaine. Or, c'est de là que va naître cet art ou cette esthétique qui sont celles de Stieglitz et des grands fondateurs que sont Paul Strand, Charles Schiller et Georgia O'Keeffe. Alors, dans mon petit PDF, je voulais revenir là-dessus et vous le donner aussi en partage, parce qu'on va continuer cette exploration. C'est-à-dire, j'ai été incapable, il y a 2 jours, de comprendre là qu'il s'agissait. Il n'y a aucune ambiguïté. Maintenant, c'est bien Lovecraft, Kirk et Hoffman qui viennent voir l'exposition concoctée par Stieglitz, qui a sa reconnaissance et qui invite dans cette expo 7 artistes, lui-même étant dans les 7 d'ailleurs, mais qui est une exposition fondatrice. Alors qu'est-ce qu'on va trouver ? Eh bien, tout simplement, par exemple, des peintures de Demuth. Alors, Charles Demuth, là, cette peinture, elle est de 1927, elle n'existe pas encore. Mais peut-être, là, ça se distinguera sur mon livre, si je le tiens bien. Voici 2 images fondatrices de Charles Demuth, précisément en 1925. Peut-être celles qui sont dans la Henderson Gallery. Et voici Schiller, lui qui n'y est pas dans cette exposition. Et qu'est-ce qu'il expose, Stieglitz, à la galerie Henderson? Son travail, lui, c'est une abstraction. Son travail, c'est une série qu'il appelle musique. Musique, une séquence de 10 photographies. Non seulement ça, en 1922, donc il appelle musique une série de 10 photographies où c'est uniquement ciel avec nuages. On est plus côté Baudelaire que côté Lovecraft. Mais Lovecraft, via Baudelaire, pourrait comprendre ça de Stieglitz. Mais c'est quoi ces photos de ciel? Quand on est immergé là, dans cette réflexion sur la ville, sur la nature américaine. Est-ce que je suis un auteur américain
quand je travaille là sur la peur et le fantastique? Ou est-ce que je suis un auteur qui s'ancre via Edgar Poe, T.A. Hoffman, dans le mouvement originel de la littérature, ou William Blake, qui travaille sur ces figures du fantastique? Et je veux bien que Lovecraft ne se sente pas concerné. Voilà ce qui fait Stieglitz après ces séquences de photographie de nuages. Eh bien, il supprime le paysage. On met l'appareil à la verticale, et là, il ne s'agit plus de musique, mais il appelle ça « Songs of the Sky ». On est en 1923. Les chants du ciel. Qu'est-ce qu'il chante, le ciel? C'est les arrangements de nuages sans même de repérage qui les identifie comme nuages. C'est ce jeu de la lumière sur la plaque photographique qu'on reprend dans le laboratoire, dans l'agrandisseur, en développant ces plaques, mais en ayant pris comme source les arrangements même de la lumière. Et le ciel américain, c'est pas forcément un vieux ciel comme le ciel d'Europe. C'est une question qui vaut aussi pour aujourd'hui. Troisième phase, et là on est directement en 1925, on est passé de la photo avec le reste d'horizon, music, à songs, où il s'agit simplement de l'appareil à la verticale. Et là maintenant c'est travailler la gélatine, il appelle ça equivalent, c'est-à-dire tu travailles du ciel directement avec les mains dans le laboratoire. Voilà Stieglitz, en 22, en 23, en 25. Mais Stieglitz, c'est aussi ça. Il y a le travail de Georgia O'Keeffe. Georgia O'Keeffe travaille aussi sur la ville, l'environnement contemporain, sur New York en tant que émergence esthétique. Est-ce que Lovecraft peut accéder à cette image, là, cette toile que moi j'ai vue dans cette expo, cette toile fabuleuse de Georgia O'Keeffe sur le New York de 1928? Oui, c'est ça. Par contre, Stieglitz, quand il photographie Georgia O'Keeffe, il se retrouve là, dans des choses aussi magnifiques que cette photo qui, évidemment, est devenue légendaire. Alors, Georgian Room, est-ce que l'intérieur même de la galerie, peut-être que Lovecraft, au lieu de regarder le Georgia O'Keeffe photographié par Alfred Stieglitz, son compagnon, lui, est bluffé par un aménagement dans le style Régence? Question ouverte. Et juste pour finir, une autre photo de ces séries de tout petit peu plus qui vont suivre, 1931, où Stieglitz, comme Georgia O'Keeffe dans ses toiles de l'époque, ce ne sera pas toujours le cas, ça s'appelle « De ma fenêtre ». Et c'est quoi qu'il voit de sa fenêtre? Eh bien, c'est New York. Et cette représentation photographique de New York, là, se fonde une tradition américaine, contemporaine, qui n'est plus l'héritière ni des pratiques photographiques, ni des pratiques picturales de l'Europe. Et ça, je comprends que Lovecraft, à ce moment-là, dans sa position de rejet de l'Amérique au toit plat de Cleveland, c'est déjà fait, mais de New York, en tant que qu'enjeu esthétique pour la narration, comme il va le faire dans Lui au mois de juillet ou dans Red Hook au mois d'août, peut-être que la position de refus, à ce moment-là, sera par quoi on peut prendre son rapport aux contemporains américains. Mais vous voyez que, quel que soit le refus, l'acceptation ou le contexte, de qui Lovecraft est le contemporain? Il est le contemporain, on en a la preuve ce samedi 21, quand il visite, même si lui, l'aménagement de la Georgian Room compte plus que ce qui est exposé, on le voit tout d'un coup, en plein court-circuit, avec le plus contemporain de la création picturale et photographique américaine. La preuve,
cette image de New York de Alfred Stieglitz 1931, ce que je vois de ma fenêtre, et qui est la même fascination urbaine que nous on a justement aux explorations urbaines de Lovecraft et Kirk dans le carnet. Je suis content de... là, merci encore, parce que 2 jours de décalage, dans cette toute petite notation sibylline, ben voilà tous ces gens qui arrivent. Lovecraft et Georgia O'Keeffe. Non mais vous vous rendez compte? À demain.